Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 août 2026 et notre cher ami Paul Craig Roberts est avec nous. Bienvenue Paul. Merci Nima. Paul, laissez-moi commencer par ce qui se passe entre l'Iran et les États-Unis. Les deux camps se préparent, d'une certaine manière, à une nouvelle phase de conflit. C'est une guerre économique que Scott Bessent et Donald Trump ont décidé de mener pour faire pression sur l'économie iranienne et la faire s'effondrer. L'objectif principal est d'isoler l'Iran. C'est la clé de leur stratégie. Et il y a quelques instants, Donald Trump a publié que l'Iran est en train de s'effondrer complètement. Il a publié ceci il y a tout juste 20 minutes. Quand on regarde, je me souviens qu'on avait parlé de la situation autour de la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Et vous critiquiez le prétexte de cette guerre. Ce prétexte n'existe plus. On passe à une guerre économique, comme ce fut le cas durant le premier mandat de Donald Trump. Si vous vous en souvenez, en 2017 et 2018, il a commencé à se retirer du JCPOA et à exercer une pression énorme sur l'économie iranienne. En gros, on revient à ce point-là. Comment comprenez-vous la nouvelle stratégie de Scott Bessent et de Donald Trump? Eh bien, manifestement, il ne pense pas que l'Iran est en train de s'effondrer. Parce que si l'Iran s'effondrait, il n'y aurait pas besoin de sanctions. Donc je pense que les sanctions sont peut-être la stratégie de sortie de Trump de cette guerre. Comme vous l'avez dit, dans les échanges coup pour coup, nous nous en sortions pas très bien dans cette guerre. Et Trump ne sait pas comment en sortir. Alors, il a déclaré que la guerre passait désormais par des sanctions économiques. Il peut donc imposer des sanctions, faire comme si l'Iran était en train de s'effondrer et arrêter les opérations militaires. C'est peut-être ça. C'est la façon pour Trump d'échapper au conflit sans donner l'impression d'avoir subi une défaite. Il a simplement changé la nature du conflit. On passe de l'action militaire aux sanctions économiques. Donc, à mon avis, c'est une explication raisonnable. C'est sa stratégie de sortie. Il a déclaré aujourd'hui que le Trésor américain prévoyait d'élargir les sanctions secondaires contre les pays et les entités qui font des affaires avec l'Iran, y compris des mesures qui rendraient passibles de sanctions toute activité dans certains secteurs de l'économie iranienne. Et c'est pour cette raison, vous savez, qu'il parle au fond, Paul, d'isoler l'Iran. Cela veut dire qu'ils vont faire pression sur la Chine, sur tous les pays autour de l'Iran. Et jusqu'où cela peut-il fonctionner pour eux? La Chine a déclaré qu'elle ne se soucie pas des sanctions. Oui, je ne pense pas. Enfin, ça dépend, Nima, de savoir si les pays acceptent ou non les sanctions. S'ils les acceptent, cela peut isoler davantage l'Iran. Mais cela nuit aussi à ces pays, parce que s'ils commercent avec l'Iran, c'est qu'ils y voient un intérêt. Donc ce que font les sanctions, c'est qu'elles imposent à Washington le coup d'agacer et de gêner beaucoup d'autres pays. Washington se constitue donc simplement un portefeuille de pays mécontents de lui. Cela marche dans les deux sens. Cela ne nuit pas seulement à l'Iran. Si ça lui nuit, cela nuit aussi aux États-Unis, parce que l'Inde va-t-elle respecter ces sanctions? Le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie, s'ils en font partie, pourquoi demandent-ils à l'Iran de rejoindre leur alliance? Je ne vois pas les sanctions comme autre chose que la stratégie de sortie de Trump d'une action militaire qu'il a perdue et dans laquelle il n'a aucun moyen de réussir. Il ne peut rien faire, sauf utiliser des armes nucléaires. Donc il veut se retirer, et c'est comme ça qu'il s'en est sorti. Alors, je pense que ce ne sont surtout que des paroles. Je pense que c'est un effet d'annonce. Les gens ignoreront les sanctions. Enfin, comment Trump impose-t-il des sanctions à l'Inde? Comment fait-on ça?
how do you do that? How does he impose them on China? Comment les impose-t-il à la Chine? Donc je ne pense tout simplement pas que ça veuille dire quoi que ce soit. C'est juste une stratégie de sortie. Paul, le problème s'étend en quelque sorte en Asie occidentale pour les États-Unis, en raison aussi des tensions croissantes en Syrie. Israël attaque les positions turques en Syrie, dans le nord du pays, et des discussions ont lieu en coulisses entre les deux parties, la Turquie et les États-Unis, et peut-être aussi Israël. Le problème, c'est que Donald Trump a commencé une nouvelle guerre. Vous savez, quand on déploie des forces dans la région, quand on essaie de faciliter l'agenda israélien dans la région, cela signifie que jusqu'où vont-ils aller? La question, à mon avis, serait jusqu'où vont-ils aller en Syrie? Est-ce que ce sera la même chose? Nous savons que la Turquie ne va pas reculer. Elle s'est opposée à l'Iran et à la Russie en Syrie. Et vous savez parfaitement ce qui s'est passé en Syrie. Après avoir fait la paix avec l'Iran et la Russie, elle les a ensuite trompés. Elle a envoyé ses forces de HTS en Syrie et a facilité le renversement du régime Assad, le renversement du soi-disant régime d'Assad. Mais le problème, c'est qu'Israël ne veut pas. Israël veut rester en Syrie et considère la présence de la Turquie en Syrie comme une menace pour sa position. Comment voyez-vous l'évolution de ce front en lien avec ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz et à Bab el-Mandeb? Oui, eh bien, je dirais que si Israël annonce qu'il reste dans la partie de la Syrie qu'il occupe, c'est parce que cela fait partie du Grand Israël. C'est la même chose qu'il fait dans le sud du Liban. C'est la même chose qu'il a faite à la Palestine pendant 79 ans. Vous occupez un territoire, vous le transformez progressivement en Israël, puis vous en occupez davantage. C'est ce qui se passe. La vraie question, donc, c'est qui s'y oppose? Et ceux qui s'y opposent, le laisseront-ils faire? On suppose que les Iraniens s'y opposent, surtout à l'absorption par Israël de certaines parties du Liban. Je pense que les Iraniens s'opposeraient aussi à l'absorption par Israël des parties de la Syrie qu'il occupe et que les Turcs s'y opposeraient également. Il y a donc là la perspective du déclenchement d'une nouvelle guerre, d'un nouveau conflit. Personnellement, je pense que Israël ne fait pas le poids face à la Turquie et à l'Iran. Et s'ils ne peuvent pas compter sur les États-Unis, c'est un conflit qu'ils ne peuvent pas se permettre d'engager. Et je ne sais pas quelle serait la position de Trump. Je pense qu'il veut vraiment se retirer de ces conflits. C'est vrai que les Israéliens peuvent exercer une pression énorme sur Trump et sur le Parti républicain. Mais la position dont Israël a bénéficié aux États-Unis s'affaiblit. Elle s'effrite un peu. Les démocrates qui remportent les campagnes électorales pour obtenir un siège à la Chambre des représentants ou au Sénat sont anti-Israël. Nous avons un musulman qui se présente au Sénat américain, dans le Michigan, je crois. Il a complètement battu le candidat de l'establishment démocrate, qui était en poste depuis plusieurs années. On voit de plus en plus de républicains s'inquiéter de leur soutien de la part de l'AIPAC, le lobby israélien. La semaine dernière, un candidat républicain au Sénat a demandé à l'AIPAC de ne pas faire campagne pour lui. Autrement dit, il a peur que, s'ils font campagne pour lui, on le taxe d'agent israélien et qu'il perde l'élection, parce qu'il se présente dans un État qui compte désormais une importante population musulmane. Donc ce que l'on voit là, c'est une forme de justice poétique. D'où viennent tous ces musulmans? Ce sont les réfugiés des guerres menées par Washington pour Israël au Moyen-Orient. Ce sont les réfugiés de Libye,
d'Irak, de Syrie. Ils ont afflué aux États-Unis et aujourd'hui ils constituent une force politique. Donc en ce sens, l'utilisation par Israël des États-Unis pour éliminer des pays du Moyen-Orient opposés au Grand Israël a eu pour résultat que leurs populations sont venues ici et qu'elles sapent le contrôle d'Israël sur les deux partis politiques américains. Un parti prend ses distances et nous avons désormais des candidats républicains qui disent « Hey, l'AIPAC, ne faites pas campagne pour moi, je vais perdre l'élection. » Si je soulève ce point, Nima, c'est pour vous montrer que la capacité des États-Unis à continuer d'intervenir au nom d'Israël pourrait être de courte durée et prendre fin. That could be short and coming to an end. It could be more difficult. Cela pourrait être plus difficile, d'autant que Trump a déjà essuyé une défaite face à l'Iran. Donc, comme vous l'avez dit, le fait que l'alliance de la Mecque, la Turquie, l'Arabie saoudite, le Pakistan ait invité l'Iran à en faire partie, cela montre un changement incroyable. Cela montre que l'Arabie saoudite veut apparemment sortir du conflit au Yémen, parce que le Yémen est un allié de l'Iran. Cela indique que si l'Iran rejoint une telle alliance, je veux dire, ce serait une alliance massive. Il y aurait un nombre énorme de personnes, et le Pakistan possède l'arme nucléaire. La Turquie a une véritable armée. Les Israéliens ne feraient pas le poids face à cette alliance. Ils ne feraient le poids face à aucun des pays qui la composent. Peut-être l'Arabie saoudite. Donc, tout cela semble offrir une nouvelle possibilité, que la situation se retourne contre Israël et mette un terme à cet agenda sioniste d'expansion. Il me semble, au vu de la tournure que prennent les choses, qu'Israël va devoir mettre son agenda sioniste au placard ou y renoncer. Il est simplement difficile de savoir lequel des deux. Avec 3 scrutins prévus dans les prochains mois, nous y verrons un peu plus clair. Nous verrons comment les Israéliens perçoivent tout cela au moment de voter. Nous verrons comment la population russe réagit et nous verrons comment les Américains réagissent à Trump. Il est clair que le mouvement MAGA a été affaibli par Trump et par la guerre contre l'Iran. À quel point est-ce endommagé? Il est possible que les démocrates, en élisant des radicaux lors des primaires, aient produit des candidats que la population dans son ensemble n'acceptera pas, même s'ils sont préférés par le Parti démocrate. Ils pourraient perdre. Et donc Trump pourrait ne pas en payer le prix, simplement à cause des candidats que les démocrates ont présentés et qui ont remporté les primaires. Alors, nous devrons voir. Mais clairement, ces changements m'encouragent. Ce sont de vrais changements et ils peuvent avoir des conséquences très profondes. Je ne suis pas sûr, et je n'ai vraiment aucune idée, de la raison pour laquelle l'Iran hésite à rejoindre l'Alliance. Il est difficile de voir ce qu'ils peuvent perdre en y adhérant, mais ce qu'ils y gagnent paraît évident. Cela présente à Israël et aux États-Unis une cible impossible. Et si ces pays sont alliés à l'Iran, il n'y a aucune chance qu'ils soutiennent des sanctions. Et si les États-Unis pensent pouvoir sanctionner un bloc aussi puissant, c'est insensé. D'autant plus que la Russie et la Chine ont tout intérêt à soutenir ce bloc. Je ne sais pas ce que pensent les Iraniens et je n'ai aucun moyen de... Avant, j'avais des contacts là-bas avec Press TV, mais ils semblent avoir disparu. Donc, vous avez les contacts, alors vous pouvez nous expliquer d'où vient l'hésitation de l'Iran. Je ne vois aucun avantage à ne pas rejoindre l'Alliance. En revanche, je vois beaucoup d'inconvénients à ne pas la rejoindre. Mais s'ils la rejoignent, je pense que c'est fini. Je veux dire, que peuvent faire les Américains et les Israéliens? Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas s'opposer à ce genre d'alliance. Je veux dire, les Turcs, les Iraniens, les Pakistanais, les Saoudiens, combien de millions de personnes? C'est probablement plus que la population américaine. Et ils possèdent l'arme nucléaire. Et vous savez, l'intérêt de la Turquie
Je n'ai jamais compris pourquoi la Turquie pensait vouloir faire partie de l'Europe ou s'aligner sur l'OTAN. Sinon, elle se retrouve isolée. Sa place est avec les musulmans du Moyen-Orient. Et on voit bien qu'il y a là une affinité naturelle, tandis qu'une affinité avec l'Europe ne l'est pas. Vous savez, les Turcs ont été arrêtés aux portes de Vienne au XVIIe siècle, mais ils ont continué d'occuper le Moyen-Orient jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918. Vous pourrez nous expliquer, au fil des événements, quelle est la position de l'Iran, celle du gouvernement iranien, ou pourquoi il hésite à constituer ce qui me semble être un bloc complet contre Israël et les États-Unis. Ce serait pourtant la réponse parfaite à la dernière série de sanctions américaines. Le point que vous avez soulevé sur la population, si l'on additionne l'Iran, le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite, cela représentera 6% de la population mondiale. Cela fera 478 millions de personnes. C'est beaucoup. C'est au moins 100 millions de plus que les États-Unis. C'est probablement aussi important que la population européenne. Donc oui, et c'est doté de l'arme nucléaire. C'est donc extrêmement redoutable, et cela occupe une position stratégique d'une importance vitale pour la Russie et la Chine. Cela devient donc, de fait, une alliance avec la Russie et la Chine. Je pense que ça change tout l'ensemble de l'ordre mondial. Tout vient de changer. J'espère donc que les Iraniens ne sont pas en train de gâcher une occasion. C'est le genre d'occasion qui se présente rarement dans l'histoire, me semble-t-il. Alors, tenez-nous informés. Mais, vous savez, 450 millions de personnes, qu'est-ce que ça représente? C'est environ... C'est presque 480 millions. D'accord. Donc c'est 3 fois la population de la Russie. Oui, ça approche la moitié de la population de la Chine. Oui, c'est un ensemble immense, idéalement situé, qui contrôle toutes les voies navigables importantes. Alors, je ne comprends pas quelle difficulté l'Arabie saoudite, je veux dire l'Iran, a accepté cet accord. À ma connaissance, c'était d'ordre technique. Ils voulaient connaître tous les détails de cet accord. C'est pour ça qu'ils hésitaient quelque peu à y adhérer ou à en parler. Si les autres veulent les intégrer, ils leur donneront les détails. Mais ils ont dit, vous savez, qu'ils devaient les en informer à l'avance, et ce depuis le début des discussions. C'était la plainte formulée par le chef du Conseil de sécurité nationale iranien. Eh bien, j'imagine que les Iraniens veulent être sûrs que ça ait du mordant, que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit vraiment concret. Exactement. C'est bien ça le problème. Oui, et si c'est réel, alors le monde a changé. Et on n'entendra plus jamais parler d'hégémonie américaine ou européenne au Moyen-Orient. Elle aura disparu pour toujours, ce qui sera une bonne chose à mon avis. Allez-y. Comment voyez-vous la manière dont cela va être perçu à Washington? Je ne parle pas de l'administration Trump, parce que quand je regarde l'administration Trump depuis le premier jour, enfin depuis janvier 2025, elle est tellement confuse. On ne voit aucune ligne cohérente sur ce sujet. Mais du côté de l'establishment à Washington, comment ces changements sont-ils perçus? Dans quelle mesure y voit-il une menace? I'm not sure they see much.
Je ne suis pas sûr qu'ils voient grand-chose. Ils sont tellement remplis d'orgueil et de suffisance, et ils ont construit tant de récits mensongers que je ne pense pas qu'ils comprennent quoi que ce soit à quelque situation que ce soit. Repensez à tous les récits mensongers dans lesquels vivent les décideurs politiques. L'assassinat de JFK, la guerre du Vietnam, le 11 septembre, la guerre contre le terrorisme, la pandémie de Covid. Tout cela, ce sont des récits mensongers. Et pourtant, c'est dans ce monde-là qu'ils vivent. Eh bien, si vous vivez dans un monde de récits mensongers, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Et ils ont créé un autre récit mensonger sur l'Iran. Vous savez, ils avaient des récits mensongers sur Ben Laden en Afghanistan, des récits mensongers sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, des récits mensongers sur Kadhafi en Libye. False narratives about Gaddafi in Libya. False narratives about Somalia, Chad. De faux récits sur la Somalie, sur la Syrie, de faux récits sur Israël, notre grand allié démocratique. Eh bien, si votre vision du monde ne contient aucun élément de vérité, comment pouvez-vous comprendre quoi que ce soit? Donc, je ne pense pas qu'ils aient la moindre idée. Et je pense que si l'Iran rejoint cette alliance, la première tentative de Washington sera de soudoyer la Turquie et l'Arabie saoudite pour les faire quitter l'alliance. Ils iront voir la Turquie en lui proposant toutes sortes de choses. Ils iront voir l'Arabie saoudite en lui proposant toutes sortes de choses pour essayer de les en faire sortir. Ce serait leur approche. Et il peut y avoir un danger à ce niveau-là. Donc, tout dépend vraiment de ce que les Turcs comprennent et de ce que les Saoudiens comprennent. Et s'ils comprennent suffisamment, alors Washington ne pourra pas les en faire sortir. Mais au-delà de ça, je ne vois pas ce que Washington peut faire. Et s'ils ne peuvent pas détacher la Turquie ou l'Arabie saoudite de l'Alliance, alors le monde a changé. Et je pense que le succès d'une telle alliance, si elle se concrétise, je pense qu'elle réussira. Je pense que cela mettra aussi fin aux provocations croissantes des États-Unis et de l'Europe envers la Russie, et que cela mettra un terme à toute la question ukrainienne. Et Poutine obtiendra enfin le pacte de sécurité mutuelle qu'il souhaite avec l'Occident. On verrait alors s'installer une ère de paix, où les principales causes de conflit auraient disparu. Donc je pense que c'est porteur d'espoir. Comme vous le savez, au cours de notre longue relation, j'ai toujours dit que ce qui manquait, c'était une alliance stratégique. Et je pensais que la Russie, la Chine et l'Iran formeraient l'alliance idéale. Mais maintenant, nous en avons une autre, tout aussi bonne, voire meilleure, parce qu'elle montre une unité des pays musulmans qui manquait depuis longtemps. Cette alliance répondrait donc certainement à toutes les attentes que j'imaginais d'une alliance entre la Russie, la Chine et l'Iran, et elle apporterait davantage encore. Je pense qu'elle aurait tendance à rapprocher le monde arabe. Et je pense qu'elle laisserait Israël complètement isolé. Ils devraient donc abandonner leur programme de violence, et ils devraient accorder d'importantes réparations aux Palestiniens. Cela ne pourrait pas continuer. Je pense donc que nous pouvons être optimistes. J'espère simplement que les Iraniens ne laisseront pas passer une occasion d'une telle ampleur. Paul, Donald Trump, à la base, je dirais même au fondement du mouvement MAGA, c'était l'idée de se concentrer sur les États-Unis, d'améliorer l'économie américaine, de faire revenir les emplois, vous savez. Et comme il l'a dit, en utilisant les droits de douane, il a essayé d'agir en ce sens. Mais jusqu'ici, quand on compare la dette nationale aujourd'hui à ce qu'elle était lors de son premier mandat, elle était de 20 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, elle dépasse les 40 000 milliards. C'est énorme en en 9 ans, essentiellement. Et nous savons que l'un des principaux objectifs de Donald Trump était de réduire cette dette nationale.
Voici un extrait de Donald Trump qui en parle à plusieurs reprises. Parce que, rappelez-vous, nous avons 34 000 milliards de dollars de dette. Il faut la rembourser. Nous allons la rembourser. Nous allons réduire sacrément la dette. Nous allons rembourser la dette. Les 35 000 milliards de dollars de dette, nous allons les rembourser. Et nous allons le faire vite aussi. Rembourser la dette, en rembourser une grande partie. Et nous en avons largement les moyens. On commencera à rembourser la dette. Nous voulons de la croissance dans notre pays. C'est cela qui va nous permettre de rembourser notre dette. Nous allons reverser beaucoup d'argent au Trésor et réduire la dette. D'ailleurs, nous allons nous attaquer très sérieusement à la dette nationale. Nous allons croître pour commencer à rembourser notre dette. Nous avons 35 000 milliards de dollars de dette nationale. Nous sommes tout à fait prêts à le faire. Nous allons gagner beaucoup d'argent. Nous allons réduire la dette. Nous allons gagner tellement d'argent. Nous allons rembourser la dette. Nous allons rembourser notre dette. Nous allons faire des choses que vous n'imagineriez même pas. Nous allons rendre notre pays tellement compétitif. C'est Donald Trump, et il est à mi-mandat de son second mandat. Et où voyez-vous l'administration à l'épaule? Ça a été un échec, un énorme échec stratégique en Asie occidentale quand on regarde l'ensemble de la guerre, la manière dont elle a commencé et la façon dont elle se poursuit aujourd'hui. La guerre en Ukraine, c'est la même chose à mon avis. Elle n'aide en rien les États-Unis ni leur position dans le monde. Mais tout dépend, Paul, des décisions prises à Washington. Que je regarde l'Asie occidentale ou l'Ukraine, ils doivent modifier, remodeler, redéfinir leur politique, parce que cela fait partie de l'équation. Si l'Iran veut faire la paix, les États-Unis doivent être dans le même état d'esprit et non penser autrement. Cela signifie que davantage de conflits vont survenir. La Russie, c'est pareil, vous le savez. Sans l'aide des États-Unis, les Eurasiens ne sont pas vraiment capables de continuer la guerre contre Russie. Eh bien, Nima, je comprends ce point de vue. Mais ce que je dirais, c'est que, vu l'évolution de la situation, il n'est pas possible pour Trump de poursuivre la guerre. Si les Iraniens rejoignent cette alliance, il n'y a absolument aucun moyen que la guerre puisse continuer au Moyen-Orient. Et je pense que le succès de cette alliance mettrait fin à la tendance de l'Occident à continuer de provoquer la Russie. Je pense que cela encouragerait aussi Poutine à être plus ferme. Donc la raison pour laquelle, comme je l'ai dit clairement à de nombreuses reprises dans votre émission, la guerre contre la Russie a duré si longtemps, en réalité depuis 2014, oui, pas seulement depuis 2022, mais depuis 2014, c'est que Poutine ne voulait contrarier personne, ni donner du crédit à l'affirmation selon laquelle il allait reconstituer l'Empire soviétique. Il a donc qualifié le conflit avec l'Ukraine d'opération militaire spéciale, temporaire, limitée au Donbass. Et il continue toujours ainsi. Il ne reconnaît pas les attaques à l'intérieur de la Russie comme des actes de guerre. Il dit que ce sont des attentats terroristes. Il n'a pas encore reconnu la saisie de pétroliers transportant du pétrole russe comme des actes de guerre. C'est donc l'absence de fermeté russe qui encourage l'Occident à être de plus en plus provocateur. Il aurait fallu que la Russie tape très fort du poing sur la table. Et tout le reste ne se serait jamais développé, parce qu'il aurait été évident que continuer à provoquer la Russie entraînerait des conséquences massives. Mais ces conséquences, bien que souvent promises ou brandies comme menaces, ne se sont jamais concrétisées. Toute l'idée de la dissuasion russe a donc perdu sa crédibilité. L'Occident n'y croit tout simplement pas.
kind of hoping that Iranian J'espérais en quelque sorte que cette démonstration iranienne, montrant qu'on peut tenir tête aux Américains, encouragerait Poutine à se remettre de l'erreur stratégique qu'il a commise en laissant un conflit qu'il aurait dû régler presque immédiatement par la force, durer 4 ans et demi. Et maintenant, la situation s'est largement étendue. Il y a davantage de membres de l'OTAN. Davantage de pays de l'OTAN sont désormais prêts à accueillir des armes nucléaires américaines. La guerre s'est étendue jusqu'à la saisie de pétroliers russes. Tout cela aurait pu être évité, et Poutine a fait un mauvais calcul. Mais je pense que si la situation iranienne tourne comme nous en parlons, le comportement de Poutine changera aussi. Le comportement de la Russie changera. Poutine sera écarté. behavior will also change. Russia's behavior will change. So Putin will be removed. And all of these Et toutes ces occasions de conflit se referment. Les États-Unis ne peuvent pas provoquer de conflit s'il n'y a pas d'occasion de le faire. Et de toute évidence, cette occasion disparaîtrait du Moyen-Orient si cette alliance voyait le jour. Et Poutine peut à tout moment faire comprendre aux Européens que c'est une partie totalement perdue pour eux. Eh bien, cela bloque la capacité d'action de Washington. Vous voyez, ce qui a alimenté la guerre au Moyen-Orient, voyez, c'est l'influence du lobby israélien. Et pendant tout le XXIe siècle, ils ont utilisé Washington pour faire avancer le projet du Grand Israël. C'est ça, la guerre contre le terrorisme. Ce n'était pas une guerre contre le terrorisme. C'était une guerre visant à éliminer les pays qui faisaient obstacle au Grand Israël. It was a war to get rid of countries in the way of Great Israel. Well, this also Eh bien, cela profite aussi au complexe militaro-sécuritaire américain, parce qu'une grande part de cette dette de 40 000 milliards de dollars est allée aux fabricants d'armement. Et c'est la même chose avec la guerre que nous avons soutenue contre la Russie, avec l'Ukraine. Cela a énormément alourdi la dette, mais l'argent est allé aux fabricants d'armement. Ce n'est donc pas comme si personne, aux États-Unis, ne tirait profit de la dette. Les fabricants d'armement en profitent, et ils ont un lobby puissant. Ils sont pratiquement aussi puissants que le lobby israélien. Donc, le moyen le plus simple d'arrêter la croissance de la dette américaine, c'est d'empêcher toute possibilité de guerre à l'avenir. Et nous avons parlé des deux manières dont cela peut se produire. Vous savez, la vraie question, c'est qu'est-ce que fait l'Occident pour que la dette double en quelques années? that the debt doubles in a few years. Where's the money going? We don't Où va l'argent? in terms of, On ne le voit pas dans l'amélioration des infrastructures publiques, ni dans la baisse du sans-abrisme, ni dans de meilleurs salaires. Non, on ne voit aucun signe que cela aide l'économie intérieure. Alors où va-t-il? Est-ce que c'est simplement de la prédation? Est-ce que l'argent est tout simplement volé par les agences gouvernementales elles-mêmes, au niveau des États, au niveau local et au niveau fédéral? C'est ainsi que les pays du tiers-monde ont tendance à fonctionner. Le gouvernement vole tout simplement l'argent lui-même. Eh bien, on en a vu beaucoup de preuves dans toutes les fraudes commises par les gouvernements des États. Ils ont escroqué de nombreux programmes fédéraux, notamment Medicare, Medicaid, la sécurité sociale, toutes sortes de programmes de logement. Tous ont été détournés par les personnes qui les dirigent. programs. All of these have been defrauded by the people running them. So, Donc, je pense que le problème que pose la dette publique américaine, le défi qu'elle représente pour l'Amérique, c'est que si on l'ajoute à toutes les sanctions américaines, ces sanctions réduisent l'intérêt et la volonté des banques centrales étrangères de détenir leurs réserves sous forme de dette du Trésor américain, parce qu'elles peuvent être saisies si elles sont gelées, ou que l'accès à ces réserves peut vous être refusé. Donc, la raison pour laquelle la dette américaine n'a jamais été un problème, c'est que son expansion signifiait simplement l'expansion des réserves des banques centrales étrangères. Elles étaient disposées à l'absorber. Cela leur donnait davantage de réserves. Donc, il n'a jamais été difficile pour les États-Unis de financer leurs énormes déficits.
Mais si vos sanctions, que vous imposez un peu partout, et comme vous le disiez tout à l'heure, la dernière vague de sanctions américaines menace de sanctions secondaires toute personne qui commerce avec l'Iran. Donc le nombre de de pays soumis aux sanctions ne cesse de s'élargir. Et cela signifie qu'un nombre croissant de pays se demandent s'ils doivent vraiment conserver leurs réserves en dette du Trésor américain. Parce que s'ils déplaisent à Washington, elles pourraient être gelées. Nous n'avons pas de réserves. Donc, il est vrai que la part des réserves détenues en dollars américains diminue. Voilà le problème. Si les pays acceptaient de continuer à détenir de la dette du Trésor américain comme réserve de leur banque centrale, la dette américaine pourrait continuer à augmenter, parce que les banques ont besoin de réserves croissantes pour que leur masse monétaire intérieure puisse augmenter et que l'économie puisse croître. Donc ça fonctionne, sauf lorsque le comportement même de Washington rend ses réserves peu attrayantes, rend sa dette du Trésor peu attrayante comme réserve de banque centrale. Là, vous vous retrouvez face à la possibilité d'un effondrement de la valeur du dollar. Ce serait un problème effroyable pour les États-Unis. Ce serait l'équivalent d'une attaque nucléaire totale. Que pourriez-vous faire avec 40 000 milliards de dettes et un dollar qui s'effondre? Imaginez simplement l'inflation intérieure. Ce serait comme l'Allemagne de Weimar. Ce serait comme l'Allemagne de Weimar, et ce serait la fin de toute présence ou de toute puissance américaine. Voilà donc un aspect du problème. Je n'ai pas vu d'études, il y en a probablement une quelque part, qui rendent compte des causes du doublement de la dette. Donc, du milieu du premier mandat de Trump au milieu de son second mandat, en ajoutant les 4 années de Biden, cela fait 8 ans. Comment se fait-il qu'on ait accumulé 20 000 milliards de dollars de plus en 8 ans? Comment? J'aimerais voir une explication. Je suis sûr que quelqu'un en a donné une. J'imagine que c'est le cas. À mon époque, les économistes auraient écrit là-dessus. Mais on n'en voit certainement aucun signe dans l'économie, sauf peut-être dans le taux d'inflation. Ce que j'ai constaté ces 5 à 10 dernières années, c'est une hausse incroyable du prix de tout, y compris de la main-d'œuvre dans les services. Je veux dire, d'habitude, vous trouviez quelqu'un pour tondre votre pelouse pour 10 dollars. Maintenant, c'est 50 dollars. Donc ça semble être la principale conséquence de la dette. Elle a entraîné des prix incroyablement élevés aux États-Unis. Washington aurait tout intérêt à se retirer des guerres. S'il y a une guerre, le complexe militaro-sécuritaire va vider le budget. S'il n'y en a pas, ils présenteront des menaces imaginaires. Avec les subventions qu'ils accordent aux universitaires, ceux-ci produiront des théories expliquant que les Russes, les Chinois ou les musulmans conspirent pour construire des super-armes afin de conquérir l'Europe et les États-Unis. Tout ce genre de choses sera fabriqué. Des gens écrivent des livres et cela contribue à créer une pression pour augmenter les dépenses de défense face à ces menaces futures en constante évolution, qui n'existent pas. Mais bon, je me suis déjà assez étendu. C'est mon point de vue. Avant de conclure, laissez-moi juste. Vous savez, le conflit entre les États-Unis et le Canada devient, d'une certaine manière, de plus en plus incontrôlable. Et voici ce qu'a déclaré le Premier ministre du Canada. L'Amérique fournit 99% de leurs importations de gaz naturel, 85% de leurs importations d'électricité et 60% de leurs importations de pétrole brut. Je ne pense pas qu'ils souhaitent que nous arrêtions de leur envoyer toute cette énergie.
Pourquoi? Que se passe-t-il entre Donald Trump et le Canada? Parce que sa manière d'agir est vraiment étrange. Il ne leur parle pas, il ne discute pas, il ne négocie pas. À la place, il met la pression. On dirait qu'à chaque fois qu'il intervient, il doit forcer quelqu'un à se soumettre. Ça n'a pas marché, ça ne marche pas, et ça ne marchera pas contre le Canada. Le Canada est, je dirais, le partenaire le plus stratégique des États-Unis. C'est un pays voisin qui entretient de bonnes relations avec les États-Unis depuis très longtemps. Mais d'une certaine manière, il les pousse à prendre de nouvelles décisions au Canada, peut-être à se rapprocher de la Chine. C'est ce qui se passe. Et vous, comment voyez-vous cela? Parce qu'il ne s'agit pas de l'agenda israélien. Il ne s'agit pas, vous savez, de ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, ni de cette sorte de haine européenne envers la Russie. Que se passe-t-il entre les États-Unis et le Canada? That doesn't make any sense. I agree with you, and I agree Ça n'a aucun sens. Je suis d'accord avec vous, et je suis d'accord avec ce qu'a dit le Premier ministre canadien. Au fait, ce Premier ministre canadien, ce n'est pas l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre. J'imagine qu'il faisait partie de... Oui, je pense qu'il est... Enfin, vous voyez, c'est un poste très puissant. Il a donc l'habitude du pouvoir et de traiter avec des gens puissants. Il est donc peu probable qu'il se laisse intimider. Et je pense que ce dont nous sommes témoins avec Trump, c'est que plus il est frustré, plus le côté intimidateur de sa personnalité ressort. Et il est très frustré, et c'est de sa propre faute. Il a laissé Netanyahou l'entraîner dans cette guerre avec l'Iran, et il se déteste probablement d'avoir été assez stupide pour ça. Il est donc probablement frustré contre lui-même. Donc je pense, vous savez, qu'il est... Oh, pardon de vous avoir interrompu. Oui, Mark Carney a occupé l'un des postes les plus importants de la finance mondiale. Gouverneur de la Banque d'Angleterre, de juillet 2013 à mars 2020. Vous avez raison. Eh bien, il connaît donc très bien le pouvoir. Oui, Trump a cette tendance à intimider les autres, et la frustration la fait ressortir de plus en plus. Plus il est frustré, plus il devient un intimidateur. Donc je pense que c'est ce qui se passe. Sa personnalité change. Elle ne supporte pas la frustration, les défaites, et ça le rend encore plus intimidateur. Par exemple, on sait que les personnes qui ont une nature de harceleur ont tendance à vouloir entrer dans la police parce qu'elles ont un badge, du pouvoir, et qu'elles peuvent intimider les gens. Alors quand elles obtiennent un peu de pouvoir, elles deviennent encore plus intimidatrices. Trump, lui, a ce qu'il considère comme le plus grand pouvoir qui soit, la présidence des États-Unis. Et pourtant, il est frustré. Les choses ne marchent pas pour lui. Alors il se montre de plus en plus intimidant. Et je suppose qu'il s'est retourné contre le Canada. Ça n'a jamais eu de sens pour moi. Il y a quelques années, quand il a parlé d'annexer le Canada, ça n'avait certainement aucun sens pour le Parti républicain, parce que la population canadienne est bien plus libérale que les républicains. Donc, si le Canada faisait partie des États-Unis et que les Canadiens votaient dans nos élections, ils n'auraient pas élu Trump. Ça n'a donc jamais vraiment eu de sens. Alors je me demande pourquoi certains démocrates, ou les républicains, ou les deux, à la Chambre et au Sénat, ne l'ont pas rappelé à l'ordre, ne lui ont pas parlé en lui disant « Écoutez, Monsieur le Président, vous allez trop loin. Vous nous mettez dans l'embarras, vous comme nous, et ça ne donne pas de résultat. Vous aliénez les gens en essayant de les intimider. » Et ce qu'il faut faire pour obtenir de bons accords, c'est être amical et coopératif. Et nous avons besoin que vous y réfléchissiez et que vous modifiez votre comportement. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Maintenant, c'est peut-être parce que les appareils des deux partis, républicains et démocrates, se satisfont peut-être de voir Trump se créer une telle situation
y compris dans l'opinion publique à son sujet, qu'il puisse se débarrasser de lui, que les gens soient heureux de le voir partir. C'est donc tout à fait possible. Vous voyez, je me suis demandé pourquoi nous n'avons pas vu davantage de critiques de Trump de la part du Parti démocrate. Pourquoi il ne s'intéresse pas, par exemple, à toutes ces affaires pendant qu'il était président? Joe Biden et Hunter Biden, eux, ont bien vendu de l'influence et tout ça, mais ils ne sont pas allés aussi loin. Trump est parti. Il y a eu beaucoup de critiques à leur sujet, mais Trump s'en sort sans conséquence. On pourrait penser qu'un tel conflit d'intérêts aurait déclenché des enquêtes pour savoir s'il a enfreint la loi. Cela n'est pas arrivé. Donc je pense en quelque sorte que l'establishment américain, le laisse simplement se ruiner lui-même. Cela sert leurs intérêts. Ça démoralisera tout le mouvement MAGA. Ils finiront par abandonner et par dire qu'on ne peut rien faire pour changer la trajectoire descendante sur laquelle se trouve l'Amérique. On a essayé avec Trump, et c'est ce que veut l'élite, une population démoralisée, parce qu'on rencontre peu d'opposition de la part de gens démoralisés. Alors, peut-être que c'est la réponse, Nima. Je ne sais pas. Ce n'est qu'une possibilité. Oui. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Eh bien, merci, Nima. Envoyez-moi une URL tout de suite. Tout de suite. Bien sûr. D'accord. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Goodbye.